Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bienvenue au D-Day, la cérémonie de clôture du Défi Source, l'événement d'innovation collaborative dédié aux soins infirmiers. J'ai le plaisir ce soir de vous parler depuis les locaux de l'Institut et Haute École de la Santé La Source, à Lausanne, sur le site de Beaulieu. Je m'appelle Emmanuelle Mazziti et je travaille au sein du Source Innovation Lab, mieux connu sous le nom de SILAB. Très bien, nous enchaînons donc directement sur le prochain projet qui s'appelle Logan. Logan est un dispositif permettant d'analyser le bruit afin de vous informer des risques de perte d'audition. Le pitcher, c'est Denis Gradjevich. Et à vous la parole. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, je suis ravi d'être ici au Défi La Source. Je m'appelle Gradjevich Denis et je suis actuellement étudiant à la Haute École de Santé à Sion, en filière soins infirmiers. Et j'ai une petite particularité, je fais partie d'une toute nouvelle filière qui vient d'être créée, qui s'appelle la Nursing Team Academy. Et donc, je suis ravi de vous présenter le projet Logan, qui a été créé avec moi et bien sûr mon équipe lors du hackathon. Alors, tout d'abord, selon l'OMS, d'ici 2050, un quart de la population mondiale souffrira de perte de l'audition. C'est très bien d'être global, mais essayons d'être plus précis. On a essayé de chercher des statistiques suisses et on était un peu inquiets parce qu'on a beaucoup de peine à en trouver, voire on n'en trouvait pas. Donc, on a pris cette opportunité et on l'a intégré à Logan. Donc, Logan est effectivement un dispositif capable d'écouter votre environnement afin d'y déceler le niveau de dB, les fréquences entendues, ainsi que le temps d'exposition où vous êtes sur ce son. Il sera aussi capable de prendre en compte la protection auditive que vous possédez. Logan sera également muni d'une application sur smartphone qui pourra vous informer de quels ont été votre danger rencontré afin que vous puissiez développer un comportement qui permet de rester en meilleure santé. Et seulement si vous l'acceptez, ces données nous seront transmises afin qu'on puisse les transférer, créer des statistiques avec et, espérons-le, faire émerger d'autres projets en promotion santé sur l'audition. Donc voici le prototype. Alors en 2 jours, on a fait tout ce qu'on pouvait. Il nous manque juste 2 capteurs, un capteur de fréquence et un autre pour prendre en compte le temps d'exposition. Encore merci à l'entreprise Workshop 4.0, l'entreprise de Garrett Wallman, un de nos collaborateurs. Donc quelles sont les perspectives de ce projet ? Tout d'abord, nous avons une perspective de promotion de la santé de l'audition. Ensuite, dans un deuxième temps, si c'est possible et qu'on a suffisamment de données, nous aimerions munir la Suisse de statistiques sur l'audition afin, comme j'ai dit avant, d'émerger d'autres santé en promotion de l'audition, voire tout autre projet. Et nous aimerions garder ce dispositif modulable et économiquement peu coûteux, que ce soit aux composants qui nous coûtent à nous ou à la personne qui aimerait se le procurer. Quels sont nos besoins pour ce projet ? Tout d'abord, nous voulons améliorer Logan afin qu'il ait de capteurs plus performants. Et ensuite, une fois qu'on aura tous les capteurs et tout le hardware sûr, nous allons faire une impression 3D plus précise, moulée sur le dispositif afin qu'on perde moins de place. Avant le hackathon, nous nous sommes permis de contacter des personnes telles que Air Glacier, Air Zermatt, des personnes plus dans le niveau de la musique, telles que DJ Solution Max, non pardon, pas DJ Solution, DJ Music, etc. Et nous allons les recontacter afin de voir s'ils aiment notre projet. J'aimerais remercier bien sûr mon ami et le cofondateur de cette idée, Stéphane Rosli, lui aussi étudiant à la filière Nursing Team Academy, l'Haute École de Santé Valais, Sion, ainsi que Loïc Berthaud, Zian Rossier et Garrett Wallman, bien sûr le Défi La Source qui nous permet d'avoir un tremplin médiatique. Alors merci d'avoir écouté ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et si vous voulez d'autres informations, je vous laisse mon mail et celui de mon coéquipier Stéphane Rosli. Merci beaucoup, Denis. Je vous propose de vous asseoir à côté de moi. Donc, on va prendre les questions du jury.
Alors, je les attends encore. Ça a fusé tout à l'heure. S'ils n'ont pas de questions, ça prouve que c'est super. Peut-être, ou j'espère qu'ils ne sont pas déçus de ne pas avoir été pris tout de suite tout à l'heure. Alors, je laisse à notre jury de poser quelques questions, sinon je vais quand même commencer par une question de mon propre cru. Une question, c'est, en fait, on pourrait imaginer, il y a un mode pour les utilisateurs, pour un individu, qu'on pourrait avoir cet objet pour un individu. Pour imaginer, donc, sinon, il y a un mode de vente en business to business, comme on dit, donc à des entreprises. Est-ce que vous imaginez de pouvoir faire vivre les deux modes en même temps? Alors, c'est effectivement ce qu'on voulait. Justement, quand je dis que le dispositif est modulable, c'est que si quelqu'un aimerait l'acheter juste pour lui, pour vérifier qu'il est dans un environnement sain pour ses oreilles, ou si une entreprise voudrait économiser de l'argent, par exemple, comment expliquer ça? Par exemple, sur les congés, de ces congés maladie de ses employés, parce qu'ils ont des problèmes de l'audition, surtout dans le milieu de la construction, où on entend des bruits qui peuvent être assez élevés, des fréquences assez mauvaises pour l'oreille. Oui. Alors, je prends une question, en fait, excusez-moi, c'est pas si facile avec ces feuilles. Donc, une question de Jean-Michel Chardon, qui est le head de l'AI et CTO Office et Site Leader de Logitech, et qui pose cette question, mais pourquoi faire des mesures et non pas simplement directement protéger? C'est une bonne question. Alors, très bonne question. Pourquoi pas tout simplement protéger? Parce que peut-être qu'on ne prendrait pas en compte les bons moyens de protection. Peut-être que oui, on peut réduire le volume aux statistiques qu'on sait. Par exemple, on sait qu'à partir de 80 dB, à 45 minutes d'exposition par semaine, on peut avoir de la perte d'audition. Mais on n'a pas encore fait assez d'études sur les fréquences, en fait. Il faudrait plutôt prendre ça en compte. Et Madame Zina Singer de l'EHL, qui est head du pôle innovation, demande quelle est la taille du marché que vous souhaitez atteindre. C'est une notion de cette taille du marché. Taille du marché. Ah oui, ça c'est la question. C'est la question. École hôtelière, business. Ah oui, comme vous avez dit au début, on a des projets humains à but. Vous avez dit qu'on avait des projets humains. Je ne me suis pas vraiment posé la question. On s'est plutôt fixé tout d'abord sur les musiciens et les festivaliers. Puis on a remarqué qu'en fait, c'est vraiment des personnes qui veulent aller pour s'amuser. Donc peut-être ils feront moins attention à la promotion santé qu'on leur propose. Donc on est plutôt allé dans le milieu de la construction ainsi que le sauvetage en hélicoptère, car c'est des milieux où il y a beaucoup de bruit. Et après, je n'ai pas les chiffres, je dois vous avouer. Ok, c'est aussi une réponse. Et une question de Hubert Ridolfi, Senior Health Manager chez LK Informatique, qui vous demande si vous avez travaillé avec la SUVA pour la protection. Non, mais nous aimerions bien les contacter afin de voir si notre projet les intéresse. Ils sont proches de vous, non? Oui, ils sont tout près. Bien, alors je vais essayer d'en trouver une. Je ne sais pas si celle-là est assez générale. Une question de Madame Susana Garcia, qui est directrice générale de l'ambassade, et qui se demande, mais en fait, on essaie de régler quoi vraiment comme problème? Donc nous essayons de régler les problèmes de perte de l'audition. Car en fait, il y a une perte de l'audition naturelle chez l'homme. À partir de 65 ans, on peut perdre jusqu'à 80% de l'audition. C'est naturel. Mais on remarque que de plus en plus, les personnes perdent plus vite leur pourcentage d'audition totale à partir de 30, 40, 50 ans. Très bien. Si je peux rajouter, nous avons fait un dossier en fait, où on explique tout vraiment précis. Et si quelqu'un serait intéressé par collaborer, il peut me contacter et je lui enverrai le dossier. D'accord. Merci. Merci de notre écoute. Samuel Pinto da Silva. Je vous remercie. Donc, je m'appelle Samuel Pinto da Silva et je suis là pour vous parler d'épilepsie. Mais d'abord, d'épilepsie.
L'épilepsie, c'est 80 000 personnes qui en souffrent en Suisse, avec aucun outil proposant des recommandations sur comment améliorer leur quotidien. Le problème est là, car la période de l'enfance et de l'adolescence est d'ores et déjà une période pleine de doutes et d'interrogations, ce qui n'est pas facilité par cette maladie. Notre solution est un jeu vidéo où le joueur incarne un personnage lui correspondant sur le plan épileptique et personnel, et ce afin d'apprendre comment vivre avec l'épilepsie au lieu de la subir, la comprendre au lieu de la redouter, et le tout en s'amusant. Notre projet est donc le premier RPG pédagogique sur l'épilepsie qui prend la forme d'un jeu mobile. Après avoir créé son profil, le joueur aura affaire à 2 jauges, une jauge de fun et d'énergie, et chacune des activités qu'il peut faire influera sur les 2. Le but étant de s'amuser un maximum en faisant un minimum de prises. Nous avons également développé ces 3 interfaces permettant de configurer le profil et une zone de conseil afin d'apprendre à comprendre l'épilepsie et à vivre avec. Notre business model vise la gratuité de l'application en étant financé par des organismes liés à la santé et au bien-être et vise le public des 1% suisses qui sont épileptiques, dont les 15 000 enfants, les 4 500 nouveaux diagnostics de chaque année et bien évidemment leur entourage pour en faire des proches aidants. En termes de concurrence, nous avons Tricky Life, qui est un jeu vidéo développé par l'Association française d'épilepsie, mais qui a une vision plus négative, étant donné qu'elle s'axe avant tout sur la prévention liée aux accidents liés à l'épilepsie. Il y a Internet, qui peut être tout aussi ludique que positif que négatif ou pas ludique, et la littérature spécialisée, qui peut être un frein pour les enfants. Et nous nous axons en haut à droite, comme vous pouvez voir. Epilepsim, c'est avant tout le travail de toute une équipe, dont 2 développeurs, dont moi-même, qui suis épileptique, ainsi que 3 étudiants de la Nursing Team Academy qui ont fait office de référent santé. En termes d'utilisation des fonds, sur le court terme, nous visons un financement de 10 000 francs afin de clore la gamification, et sur le long terme, d'ajouter notre identité propre, et donc avec un fonds de 40 000 francs. En termes de stratégie de diffusion, nous souhaitons déployer le jeu sur le Play Store et l'Apple Store, avec une promotion via le corps médical, neurologue, médecin de famille et psychologue, les hôpitaux et les pharmacies, les assurances maladie, et le tout sous la bannière d'EpiSuisse, afin d'atteindre les épileptiques, les proches aidants et les écoles lors de journées préventives. Pour la suite, nous participerons au GSGS 2021 qui se déroulera à Lausanne, une conférence sur la gamification, en ayant en parallèle une étroite collaboration avec l'HES Santé. Et bien sûr, nous visons la progression, non seulement de notre application, mais également des épileptiques de Suisse et dans un futur, pourquoi pas, du reste du monde. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Samuel. Je vous invite à me rejoindre pour cette session de questions de nos jurys. En attendant d'avoir la première question, je vous en pose une de mon cru. Je me suis demandé, en voyant ce que vous faisiez ce week-end, je me suis demandé, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des erreurs du épilepsie, et est-ce que vous pouvez assumer la responsabilité, peut-être même d'une crise d'épilepsie qui serait provoquée par trop de confiance ou des informations pas tout à fait ajustées à la personne? Alors, comme il ne l'est pas montré effectivement dans la vidéo, nous avons mis avant le lancement du jeu un disclaimer spécifiant que nous ne visons absolument pas à remplacer toute forme de médecin, qu'il s'agisse d'un neurologue ou d'un médecin de famille. Et toutes les fonctionnalités et les études intégrées dans l'application sont avant tout vérifiées dans des littératures spécialisées ou avec EpiSuisse. Il en est de même également pour les conseils ajoutés dans la zone conseil. Merci. Alors la question de Monsieur Jean-Philippe Bonardi, qui est doyen de l'UNI, l'HEC, va peut-être aussi être connecté à ça, peut aider à y répondre. Il demande simplement, est-ce que vous avez testé l'idée avec des personnes épileptiques? Alors, comme vous le savez,
le bootcamp a été relativement court. Donc, le seul épileptique qui a pu tester l'idée pour l'instant, c'est moi-même, qui suis épileptique depuis l'âge de 12 ans et qui donc ait pu aiguiller la conception de cet outil de par mon vécu. D'accord. On a Madame Laurence Bermejo-Dubois, qui est Head of the e-Health Division chez LK Informatique, qui nous demande, encore faut-il que je retrouve sa question, parce que ça défile tout d'un coup. Oui, c'est où en est-où avec le développement de l'application? J'ai l'impression que c'est déjà avancé. Est-ce que c'est un MVP? C'est déjà élaboré? Comment est-ce que et comment est-ce que vous pouvez mettre à jour les informations, les conseils de l'application? Alors, tout d'abord, pour ce qui est de la question du MVP, nous visions pour ce bootcamp la conception d'un MVP, en effet. Pour l'instant, le jeu est fonctionnel et est prêt à accueillir toutes les nouvelles activités possibles. C'est-à-dire que pour le moment, nous visions l'intégration d'une activité augmentant la jauge de fun et ou d'énergie et également l'inverse. Et donc, ce que nous avons rendu est en effet un MVP. Pour ce qui est de la mise à jour des conseils, ces mises à jour arriveront via des mises à jour de l'application sur le Play Store ou l'Apple Store directement. Une question du directeur de l'EPFL Ecal Lab, Nicolas Anchaud, qui demande comment comptez-vous tester l'impact de votre proposition en termes de confiance, de stress, d'efficacité? Pour ce qui est des tests, nous souhaitons justement nous mettre en relation avec les partenaires que j'ai cités, donc qu'il s'agisse du corps médical ou d'EpiSuisse. Et donc l'idée serait de faire éventuellement, pourquoi pas, des bêtas fermés ou des tests plus réduits pour voir en effet l'impact du jeu et pourquoi pas avoir des retours. Merci. On va prendre une dernière question, celle de David Nard, qui est directeur de Genilem, et qui s'étonne un peu, je pense. Il dit « Développer un jeu intéressant, vraiment intéressant, coûte-t-il vraiment que 40 000 francs ?» C'est les coûts que nous avons estimés pour le moment avec l'ajout d'artistes. En termes de développeurs, nous sommes déjà moi-même et Jeff Dufray, mais nous pourrions pourquoi pas compter sur de nouveaux développeurs. Mais c'est les coûts que nous avons effectivement estimés pour un jeu vidéo en pixel art et en 2D. Très bien. Ça sera le mot de la fin. Merci. Samuel. Un prix de notre partenaire LK Informatique et Santé. Petite accroche, construis ton prototype, nous t'aidons à accélérer ton projet innovant parce que leur prestation, c'est un encadrement par une équipe de projet selon le domaine technologique et suivi selon une méthodologie agile de développement de projet. C'est un projet qui est décerné à une forte composante logicielle, enfin un prix qui est décerné à un projet qui a une forte composante logicielle, et c'est l'équipe Epilepsim qui reçoit ce prix. Samuel Pinto da Silva. Oui. Quelques mots. Pardon, oui. Juste un grand merci à toute l'équipe d'Epilepsim derrière de m'avoir permis de prendre cette revanche sur la vie. Comme je l'ai dit, je suis moi-même épileptique et permettre à d'autres épileptiques de moins vivre les restrictions que j'ai eues moi-même, c'était vraiment un des grands objectifs de ce projet. Merci beaucoup. Très bien. Bravo. Bravo. Merci.